Alors, le point suivant que l'on a à l'ordre du jour aujourd'hui, nous sommes tout à fait enthousiastes aussi, c'est cette présentation de professeur Sotiria Grek, professeur donc à l'Université d'Édimbourg pour la gouvernance dans l'éducation mondiale et européenne. Et aujourd'hui, elle va nous parler de objectifs de conceptualisation donc qui manquent et cela vient par rapport à la séance précédente. Quelles sont les hypothèses, les objectifs que nous voulons mettre en place donc pour ces données? Et il y aura aussi ensuite docteur Pali Lehala de l'Institut pan-africain de la preuve et donc on aura aussi d'autres commentaires à ce sujet. Donc je suis extrêmement heureuse de les inviter toutes les deux à partager leurs réflexions. À vous, Sotiria. Merci, Moira. Je vais juste partager mon écran. Okay, here we are. Et voilà, nous y sommes. J'espère que vous pouvez tout voir. Ça très bien, merci. Alors, je vais d'abord commencer par remercier le NORAG, Moira et Daniel en particulier pour m'avoir invité à faire partie de cette conversation magnifique. Je dois dire que je participe à des conférences universitaires assez souvent. Ce n'est pas en fait souvent que l'on ait un public aussi varié avec lequel parler. Donc ça, c'est vraiment une journée très importante pour moi. Alors, j'aimerais commencer. Oui, j'ai un peu changé le titre, hein, d'ailleurs, je vais vous le dire. Alors, je vais parler de travaux que j'ai menés ces 4 dernières années, donc sur la quantification par les organisations internationales. Et bien sûr, nous avons regardé le développement de l'expertise au niveau mondial, l'expertise de l'éducation en particulier. Alors, sans plus attendre, ma présentation, eh bien, ce sont les résultats qui sont aussi basés sur des données, pas des données dont nous avons parlé aujourd'hui, mais plutôt des données qualitatives et aussi des analyses de réseaux sociaux. Et aussi, donc, il y a ce projet fondé par le Conseil de recherche européen et la part de l'hypothèse de ce que l'on a vu en 2016-2017, c'est qu'il y a des interdépendances et des alliances croissantes entre les organisations internationales et les organisations comme l'UNESCO, l'OCDE, la Banque mondiale sont les grands producteurs de connaissances statistiques, donc de données. Et donc, ce que l'on s'est donné comme objectif, c'est d'abord d'examiner l'interdépendance des organisations internationales dans la production de matrices mondiales et aussi développer une nouvelle théorie sur le rôle des nombres de changements d'interrelation pour ces organisations internationales et voir l'impact que cela a sur les organisations internationales elles-mêmes et sur la gouvernance transnationale de manière plus large. Et donc, nous travaillons avec 4 études de cas, bien sûr, l'ODD 4, la durabilité, la pauvreté et aussi nous avons regardé le développement de capacités statistiques. Alors, pour pouvoir lister ce que c'est que l'expertise, ce que ça veut dire, et comment elle a changé. Mon point de départ de l'analyse, ce sont ces travaux dans les années 90 de Gibbon et qui parlent de la nouvelle production de connaissances, le mode 2. Alors, ils ont fait leurs travaux dans les années 90 et c'était surtout sur l'observation des changements de valeurs sociales, des pratiques sociales qui résultent dans une évolution de la structure épistémologique
d'une société. Donc, il fallait avoir ces nouveaux modes de production qui émergeaient et qui remplaçaient la science traditionnelle, ce qu'ils appelaient le mode 1, avec cette nouvelle production de connaissances, par exemple des politiques basées sur les preuves, le mode 2, donc des applications plus pratiques de connaissances. Comme je le dis, c'est ce qu'ils ont appelé le mode 2. Ensuite, sur ce tableau, cela résume, si vous voulez, c'est ce changement de paradigme qui ont été identifiés entre mode 1 et mode 2. Alors, c'est quelque chose que l'on voit aussi aujourd'hui et je vais parler dans un instant de l'évolution de l'expertise avec les travaux de l'ODD. Mais voilà ce qui s'est passé dans les années 90. Donc, ce passage de la production de la connaissance qui sort du contexte académique, mais qui va vers le contexte de l'application. Donc, le côté pragmatique et aussi, on est passé de la disciplinarité, donc disciplines séparées les unes des autres, vers la transdisciplinarité. Donc, rassembler différentes disciplines pour comprendre les problèmes sociaux. On est passé de la production de connaissances homogènes des universités vers une diversité d'organisations, d'acteurs et bien sûr, les organisations internationales sont devenues les grandes agences qui ont poussé vers ce changement. On est aussi passé de la production presque autonome de connaissances donc pour la connaissance elle-même et on est passé à de la connaissance avec des objectifs sociaux en tête. Et donc, on est passé sur l'impact de cette connaissance. Et ensuite, on est passé aussi de l'examen des pairs pour le contrôle qualitatif des connaissances vers le contrôle des utilisateurs, c'est-à-dire les praticiens, aussi les décideurs politiques, etc., évaluent la qualité de la connaissance aussi. Alors, maintenant, je voudrais explorer les résultats du projet vis-à-vis des ODD, mais surtout de l'ODD 4, et voir comment cela a évolué, et cela veut dire beaucoup de choses depuis les années 90. Donc, le mode 2 met la lumière sur produire de la connaissance en dehors de cette tour d'ivoire, mais pour la connaissance qui aille vers des problèmes sociaux, des politiques. Mais le fait est que le contexte maintenant n'est pas spécifique. Il n'y a pas de contexte. Le contexte est mondial. Donc, il y a une sorte d'universalité qui cimente tout cela et c'est renforcé par ce discours de risque et d'incertitude et d'urgence. On a ce discours dans tous les pays, dans le monde entier, maintenant sont considérés comme en développement. Il n'y a plus la distinction développée et en développement, alors que c'était le cas auparavant. Et je reviendrai sur le point suivant, mais la quantification a différentes caractéristiques dans cette ère des ODD, puisque se base sur un processus participatif, inclusif, donc de consultation, cela rentre en contraste avec le côté technocratique d'auparavant. Et donc, c'est un programme co-construit, universel, avec des tons moraux très forts. Et cette légitimité est construite grâce à l'implication des décideurs politiques, des praticiens, de la société civile, avec leurs propres structures et mécanismes. Il y a un autre point à souligner, c'est que, étant donné l'impact de la quantification et des travaux sociaux et politiques à construire, puisqu'il y a tous ces acteurs qui font partie de ce rassemblement de suivi, en tout cas du programme, eh bien, on voit aussi qu'au niveau politique, il y a une recalibration des sphères politiques qui sont maintenant bien plus interconnectées qu'auparavant. Par exemple, au moins dans les domaines que nous avons enquêtés dans le projet, on voit que la durabilité, ce n'est pas un sujet parmi de grands thèmes de l'éducation. Maintenant, le développement durable est au cœur des cibles et des objectifs d'éducation, mais aussi le développement durable ne peut être mesuré qu'en mesurant l'éducation, la santé, la pauvreté et ainsi de suite. Il y a donc des nouvelles langues aussi qui émergent. Les gens parlent de pauvreté d'apprentissage ou d'alphabétisation sanitaire ou
d'autres genres de thèmes qui aussi affectent la manière dont nous réfléchissons et comprenons le monde. Donc, ces questions, je crois qu'elles ont déjà une raison d'être. On les a eues dans notre débat depuis 2 heures, mais on voit donc qui est-ce qui manque ici dans ce programme universel? Est-ce qu'il y a un nous, un oui, comme quelqu'un a dit sur le chat? Est-ce qu'on est tous là-dedans? Ou est-ce qu'il y a les besoins locaux que l'on n'a pas encore pris en compte? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés? Par exemple, Marcos nous a vraiment dit clairement, oui, tout à fait, il y a les groupes autochtones, les gens qui se déplacent, les gens qui vivent avec des handicaps et des gens donc qui ne sont pas encore comptabilisés dans les cadres des ODD. Ensuite, c'est peut-être encore plus important, qu'est-ce que l'on gagne et qu'est-ce que l'on perd lorsqu'on essaye de un peu encadrer ce cercle de matrice mondiale et en même temps, on essaye de construire des systèmes statistiques d'éducation locaux solides pour pouvoir continuer à prendre soin et à faire attention aux besoins locaux. Ce sont nos premières priorités. Et donc, un dernier point à ce sujet, bien que l'ODD 4 un peu plus loin des cibles d'avant, des objectifs d'avant sur l'accès à l'éducation. Et maintenant, c'est plus large. Il y a toute une série d'objectifs universels. Est-ce que on parle encore de la même chose? Est-ce que l'on collecte des données? Est-ce que on a rempli tous ces objectifs, ces cibles, ou est-ce que on est toujours dans le technique et donc on a différents indicateurs, différentes cibles, mais en fait, on se concentre surtout sur des objectifs, des vues plus anciennes et un peu biaisées sur ce que doit être l'éducation. Et là, bien sûr, je parle de mesurer, par exemple, l'alphabétisme et les compétences en arithmétique. Donc, on peut continuer dans le tableau si vous voulez. Ici, nous avons donc le mode 1 de production de connaissances, c'était en silo à l'époque, dans des départements universitaires et des conseils de recherche. Ensuite, on voit que les problèmes politiques sont transdisciplinaires. Et en effet, dans notre recherche, on a vu que bien qu'il y ait un engagement à travailler de manière transdisciplinaire, en réalité, étant donné la diversification de la production de connaissances qui est disjointe, eh bien, en fait, c'est l'économie qui est le grand déterminant unifiant. Ce n'est pas seulement pour l'éducation, mais ces défis complexes et qui se recoupent ne donnent pas lieu à l'interdisciplinarité, mais plutôt à une seule disciplinarité. Et donc, on a la langue universelle des politiques mondiales, que cela permet cette communication entre ces différents groupes politiques et techniques. Donc, cette économisation qui survient à 2 niveaux et de 2 manières. D'abord, c'est le positionnement professionnel des économistes au sein des organisations. Donc, la grande majorité des experts dans les organisations internationales que nous avons interviewés avaient étudié l'économie et eux-mêmes s'auto-identifiaient comme économistes ou économistes dans la santé ou économistes de l'environnement ou juste économistes dans tous les différents départements. Et enfin, ce phénomène d'économisation donne lieu à une manière économique de réfléchir, de trouver des problèmes. Donc, les problèmes, on peut les gouverner s'ils sont mesurés par des indicateurs, des benchmarks, des analyses coûts-bénéfices. Et donc, la manière dont on connaît les problèmes, c'est par ces instruments économiques. Et ce qui est encore plus important, ça devient des forums de débat politique.
Et par exemple, pour l'ODD numéro 4, eh bien, il y avait ces preuves des économies nationales, ces chiffres des économies nationales qui ont donné lieu au fait qu'il fallait reculer, enfin changer par exemple de vue par rapport à la visée statistique et qu'il fallait regarder aussi donc les taux d'achèvement, etc. Mais il fallait regarder aussi toute la matrice mondiale de l'apprentissage. Donc les questions qui surviennent pour nous aujourd'hui, c'est quelles sont les perspectives qui manquent? Est-ce qu'il y a d'autres épistémologies? Est-ce qu'il y a des disciplines qui pourraient rentrer dans la conversation et qui pourraient nous informer? Par exemple, on sait tous que les économistes ont un moyen très unique de comprendre le monde, que la croissance est toujours un but, qu'il faut remonter dans l'échelle. Et donc, qu'en serait-il si c'était des anthropologues qui étaient sur la table, donc plus de sociologues qui contribuaient, ou des historiens? Et on oublie toujours d'apprendre de l'histoire et très souvent, on se retrouve à réinventer le fil à couper le beurre. Mais pourquoi pas non plus avoir les chercheurs de l'éducation eux-mêmes? En fait, ils ne font pas vraiment beaucoup partie de ces listes, de ces réunions du programme 2030 et surtout de ces réunions où l'on décide. Et quelles sont les perspectives de la société civile, des enseignants, des professionnels, des organisations régionales? En fait, on a mené à bien plein d'entretiens avec des acteurs de ces domaines aussi, pas seulement les organisations internationales. Et très souvent, beaucoup d'entre eux ont dit oui, nous participons dans ces réunions techniques et ils donnent leur approbation, mais ils pensent que leur participation est assez passive, que leur rôle est un petit peu de pouvoir solidifier les campagnes ou juste voir ce qui se passe plutôt que d'avoir une participation active et constructive. Et donc, c'est peut-être aussi à cause de cette unique disciplinarité, monodisciplinarité, cette manière de comprendre l'éducation dans le monde. Alors maintenant, je continue pour parler de l'hétérogénéité, de cette diversité organisationnelle. Et ici, je pense que c'est peut-être la trouvaille la plus importante de nos projets jusqu'à présent, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les organisations internationales. Depuis le début, on pensait que l'on allait examiner des centres de calcul, il y a donc des organisations où des chiffres sont produits. Cependant, les personnes que nous avons interviewées jusqu'à présent et qui ont des postes clés dans ces organisations sont en général des anciens statisticiens qui agissent comme médiateurs entre les différents niveaux et acteurs qui sont dans le système. Donc, ça peut être des travaux locaux, ça peut être gérer des réunions techniques, ça peut être la combinaison de développement de méthodologies pour avoir des indicateurs, des données, pour pouvoir ensuite persuader des membres des pays pour garder des indicateurs et en abandonner d'autres. Il y en a d'autres qui sont dans les processus d'accord pour ouvrir les indicateurs et les débats à tous. Et ça, c'est un aspect assez important de la légitimisation et de la réussite des projets, alors qu'il y en a d'autres qui disent que ces grandes consultations longues, eh bien, elles portaient préjudice à l'exercice du projet et qu'il fallait agir rapidement. Et donc, alors on a ce travail de médiation que l'on trouve dans les organisations internationales. C'est assez important pour deux raisons. D'abord, cela leur permet d'adopter différentes identités pour différents publics, donc dans leur relation avec les participants, des nations, d'autres organisations internationales, des agences de recherche, des bailleurs de fonds. Et cela crée un pont assez nécessaire entre le côté technocratique et responsabilisation politique, ce qui est bien sûr essentiel dans un programme de suivi de telle amplitude et influence. Et donc, cela leur donne encore plus de légitimisation et aussi ils deviennent comme des pourvoyeurs de technocratie et de démocratie. Alors, encore une question
survient. Alors, qu'en est-il des méthodes et des politiques manquantes? Donc, avec cette politisation des espaces de mesure, avec tout ce qui est quantification et datification, comme on dit, avec les données, eh bien, c'est des endroits primaires ou de premier plan où les politiques sont conduites. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On parle de ce qui nous manque, de lacunes de données, comme si c'était la seule manière de comprendre l'éducation. Mais quand on sait que l'éducation va être invitée dans la discussion technique et que l'ODD 4 a créé ce grand spectre d'indicateurs d'éducation qui sont transformés en objectifs, eh bien là, est-ce que l'on a gagné quelque chose? Oui, mais on a aussi perdu beaucoup. Il y a presque seulement le côté technique et politique qui sont très rapprochés et c'est presque impossible de les dissocier. Mais est-ce que tous les objectifs d'éducation peuvent être quantifiés? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de production de preuves scientifiques qui pourraient aussi bien nous servir? Et là, je dois dire que j'ai travaillé donc presque 20 ans en tant que chercheur dans l'éducation avec les données qualitatives et donc je suis assez contente avec les résultats de ma recherche. Donc il y a vraiment d'autres méthodes que l'on peut amener sur la table. Ce ne sont pas seulement les données quantitatives dont nous avons besoin. Et dernier point, je crois qu'il est important. Alors, ce travail de médiation de courtier, il est crucial. Bien sûr, quelqu'un doit le faire. Et les organisations internationales sont d'ailleurs dans le paysage pour faire ce genre de travail, donc plus que pour faire sûrement les travaux de statistique. Mais il faut faire attention aussi ici, car ça pourrait peut-être permettre un peu un double langage, comme je l'appelle de manière provocative, et j'attendrai vos commentaires à la fin. Mais on voit que d'un côté, eh bien, il y a l'UNESCO qui produit le rapport de l'éducation de l'avenir. C'est un rapport fantastique avec tous les arguments, il peut les reconnaître. Mais d'un autre côté, on, on voit aussi l'UNESCO qui poursuit avec tous les travaux sur la pauvreté, l'apprentissage et d'autres sujets avec des agendas spécifiques et donc sans faire autant d'attention à d'autres objectifs et indicateurs de l'éducation. Donc c'est pour ça que je parle de manière provocative de langue de bois. Donc il faut faire attention à ce qui se passe avec cette interdépendance, ce mélange du politique et du technique au même endroit. Alors, étant donné le peu de temps, je ne vais pas trop parler de cette responsabilisation soutenue par les données. Donc, on voit très bien comment maintenant les écoles sont devenues responsables ou pour la reddition des comptes. En tout cas. Mais je voudrais parler du deuxième point, la réflexivité des utilisateurs. Je n'ai pas donné d'exemple auparavant, mais j'aimerais le faire maintenant. Alors ça, c'est l'index d'une meilleure vie par l'OCDE et bien que ça vous semble familier, en fait, ce n'est pas le cas. En fait, ici, c'est une catégorisation, mais pas comme on les connaît d'habitude. C'est-à-dire ici, cet index, vous voyez, on voit ces fleurs très colorées avec différents pétales de différentes couleurs et différentes tailles. Si vous voyez ici, on a les noms des pays et on a ces fleurs au-dessus. Mais si on regarde la performance, normalement, c'est comme cela qu'on a une catégorisation. Ici, on a l'ordre alphabétique déjà par défaut. Si on zoome sur une fleur, c'est ce que vous voyez. Chaque couleur, chaque pétale représente un indicateur de bien-être individuel et il y a une invitation explicite pour l'utilisateur pour dire, parce qu'on dit c'est l'indice pour créer votre meilleure vie. Donc on voit qu'il y a des aspects de vie sociale en fonction de vos préférences et vous pouvez créer votre propre fleur. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, c'est vraiment les préférences des utilisateurs que l'on a ici.
donc avec ce potentiel de construction, de reconstruction même de leur fleur idéale. Donc ce sont les préférences des utilisateurs qui sont essentielles ici et pour faire leur propre réalité construite, le monde qu'ils veulent créer et ce qui est important pour eux. Donc je dirais qu'il y a un plus grand nombre de visualisations de données aussi dans le domaine de l'éducation en particulier qui ne fonctionne pas, comme ces graphiques un peu tuants, un peu killers comme on a eu jusqu'à maintenant. Bien sûr, ils continuent à exister, mais heu, j'ai, parlé des ODD et j'ai dit que c'était un processus mené au niveau des pays. Les pays doivent être d'accord, mais doivent aussi approuver les recommandations techniques, qu'on leur donne et dans ce contexte, les, multiples voies de ce genre de visualisation de données les transforment en des mécanismes d'alignement qui permet de sécuriser l'adoption d'un pays, l'adhésion d'un pays dans cet exercice de performance. Donc, dans les projets, eh bien, on n'a plus, les tableaux comme auparavant, comme par exemple, pour l'étude PISA, mais là, ils sont conçus pour permettre aux utilisateurs de créer leur propre classification. Donc maintenant, on se départ un peu de la réflexivité des experts, mais on passe maintenant à la flexibilité des utilisateurs. Donc c'est un peu comme façonner le monde et encore une fois, je crois que cela soulève des questions importantes. Est-ce qu'il nous manque, des tableaux, un peu, comme, on avait auparavant? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais, je veux, que l'on pense à ces, graphiques, plus doux. Est-ce qu'ils, invitent d'abord à des approches plus réflexives, mais est-ce que on l'on il ne se il nous manque différentes manières de voir le monde? Est-ce que nous, on est trop orientés données pour penser aux valeurs éducationnelles, aux besoins locaux ou comment reconceptualiser, le la manière dont nous collectons les données sur l'éducation? Et en fait, et je crois que c'est encore plus important, eh bien, la comparaison, la concurrence, ce sont seulement des moyens de connaître et d'aborder, l'égalité en termes d'éducation. Donc, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais passer à ma dernière diapo et là, dans le mode 2, on a ce territoire de contrôle de qualité par les utilisateurs et maintenant ce que l'on a, c'est même un marché de contrôle qualité. Pour comprendre ce nouveau contrôle de qualité, il faut d'abord reconnaître qu'au niveau mondial, on n'a pas à voir avec une mesure de pauvreté ou d'éducation, mais à une multiplicité de mesures, qui sont complémentaires. Donc ça, c'est le marché des indicateurs, cette augmentation de concurrence de la mesure, des structures, des relations entre les organisations internationales vers des connexions un peu de type marché. C'est la production d'indicateurs qui, est donc, de la compétence organisationnelle. Donc les organisations internationales ont vraiment, ont besoin et envie de mettre leurs, mesures en place et donc en résultat, non seulement gouverné par des chiffres, mais on est plutôt gouverné par un marché d'indicateurs et donc dans ce contexte, les mesures ne sont pas évaluées pour leur qualité épistémique. Par exemple, à quel point elles captent vraiment les réalités de la pauvreté, de l'alphabétisation ou de la préparation au Covid, par exemple, mais plutôt on regarde ici la part de marché qui est mesurée par le nombre de pays qui choisissent de suivre ces indicateurs. Donc, la mesure est une haute qualité si elle est très utilisée. Et donc, bien sûr, c'est une grande partie de ce travail de médiation mené à bien par les organisations internationales. Et d'un autre côté, il y a différentes manières de faire
Par exemple, dans l'éducation, comme Clara von de Willis le disait, ma collègue, eh bien, il y a cette approche de dire donc ne laisser personne derrière. Donc, c'est une approche un peu angulaire en termes de statistiques. Donc, en créant des indicateurs composites où il y a différentes parties qui sont rassemblées pour que tout le monde soit heureux. Donc ça aussi, je crois que cela pose des questions très significatives que je me permets de poser ici pour débattre. Est-ce que la compétition entre les différents indicateurs, est-ce que c'est un paramètre qui nous définit la manière dont nous avons cette gouvernance de l'éducation? Et quelle est la place du jugement, de la délibération des citoyens pour décider, pour être d'accord sur ces objectifs d'éducation? Quels sont les endroits où nous pouvons examiner et mettre en pratique nos plans, nos rêves d'un monde avec plus d'éducation, plus équitable et plus durable. Daniel or Moira, thanks. Thank you so much for that fantastic keynote, Saturia. We've had comments in the chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, présentations remarquables et c'est essentiel pour notre discussion, comment veiller à ce que les données soient utilisées qui permettent d'accroître la participation et le soutien, la redevabilité démocratique. Merci beaucoup. Très bien. Maintenant, nous allons écouter Madame Dr Palile Lola, fondateur de l'Institut panafricain pour la preuve, qui va commenter également la présentation. Et puis Daniel animera la séance de questions-réponses avec le public. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Merci de me donner l'occasion de participer à cette discussion. Il y a 3 questions ici, 3 positions à prendre en compte pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation. Pour pouvoir agir, collaborer et assurer une médiation et avancer vers une direction pour fournir ces produits. Je vais également essayer de partager mon écran. Juste un instant. Oui, je peux partager mon écran. Comment faire face à cette multiplicité de données pour faire un travail de plaidoyer, surtout si l'on regarde la tyrannie des données et leur utilisation. L'utilisation, est-ce une manière de participer ou est-ce comme un bulldozer? Je vais partager quelques diapos avec vous. La tyrannie des données et l'utilisation. J'aimerais revenir à Nelson Mandela. J'espère que vous pourrez écouter ce qu'il a dit lors de ce discours parce que cela permet de définir le problème de manière empathique. C'était en 1996. Il a prononcé un discours dans le cadre d'un recensement. Je vais essayer de vous la jouer. Malheureusement, le son, la qualité du son ne suffit pas pour assurer l'interprétation. L'interprète est désolé, mais la qualité du son de cette vidéo ne permet pas d'assurer l'interprétation. C'est pratiquement inaudible. The environment between the school and the home was totally different.
to come to parents, some of whom have never seen the inside of a school. Now, what is it that we are searching? Molana was seen by a friend looking around, and the wise man asked him, Molana, what is the problem? Alors, Molana quel est le problème? Molana dit, j'ai perdu ma pièce. Et le sage répondait, où as-tu perdu ta pièce, Molana? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu cherches ta pièce ici si tu ne sais pas? Et il a dit, mais c'est ici qu'il y a au moins un peu de lumière. Donc, une petite histoire pour illustrer cela. Donc, les chiffres, la quantité permet-elle vraiment de comprendre ce qui se passe? Voici une gare en Afrique du Sud. Donc, ici, un élève qui attendrait le train. Voici à quoi ressemble cette gare. Aujourd'hui, c'est impossible qu'un élève il prenne un train. Donc, c'était à Soweto en 1953. Il y avait une question, quel est le but d'enseigner les mathématiques à un enfant Bantu parce qu'il ne pourrait pas l'utiliser dans la pratique. Et voilà des problèmes qui ont été observés sous différentes formes. Détermination du succès en éducation. En 1976, il y a eu des émeutes à Soweto. Les étudiants se sont rebellés, ont protesté. Alors, dans ce graphique, on voit quelques éléments. Vous serez peut-être surpris de voir que 60% des pères étaient légalement mariés et seulement 31% des mères étaient donc célibataires pour la plupart. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela? Alors, le pays n'est pas polygame, même si l'ancien président l'a été, M. Zuma, mais le pays n'est pas polygame. Mais il y a ici une polyandrie, où ce sont les femmes qui épousent plusieurs hommes. Alors, vous imaginez la schizophrénie dans les familles. Les pères pensent à être les pères des enfants. Bon, il y a toute une série de problèmes qui se posent dans ces familles. Alors, regardons maintenant les SDD et les mesures. Donc ici, c'est une approche interdisciplinaire avec plusieurs aspects. Vous voyez ici l'éducation et avec tous les autres éléments qui doivent être inclus. Donc, une mesure linéaire statistique n'est pas tout à fait exacte, complète. Or, les ODD ou les objectifs du millénaire pour le développement ont encouragé une autre conception, une pensée systémique qui a une influence sur les ODD. Alors, j'aimerais aborder brièvement les éléments les plus importants pour la population, accès à de l'eau, accès fiable à de l'eau, absence d'opportunités d'emploi, etc., coût de l'électricité. Eh bien, l'éducation a été citée en 15e place en interrogeant la population. Alors, oui, l'opinion publique est importante, les priorités politiques. Alors, aucun élu politique ne va s'engager pour une question qui est citée en 15e place pour la population. Donc, les vrais besoins ne sont pas toujours pris en compte. Ici, vous voyez le nombre d'enfants nés en Afrique du Sud
chaque année, donc de 2010 à 2016, et le nombre d'enfants scolarisés, ayant réussi leur année, etc. Alors, pour mesurer ici la réussite, alors comment mesurer la réussite? Faudrait-il diviser ce chiffre-ci par le nombre d'enfants nés? Alors, en fonction des calculs que l'on fait, les chiffres seront différents. Mesurer, oui, mais pour quelle finalité? Voici un ratio de progression à partir des données du recensement. Donc, différents groupes ici, population blanche, indienne, asiatique, noire. Voici les personnes dont parlait Mandela. Et les personnes, donc à partir des personnes nées dans les années 40, pour voir quelle a été l'évolution de ces personnes. Alors ici, oui, réussite d'une certaine année d'études, 7e année, 9e année. Donc on voit l'évolution au fil du temps. Maintenant, quand on regarde les résultats, alors les compétences acquises par race, vous voyez ici la ventilation blanc, indien, asiatique, et donc il y a une diminution pour les Noirs. Alors, voilà, une évolution pour la population asiatique ou indienne. Donc, il y a une certaine évolution, mais un certain déclin. Donc, il y a peut-être eu accès, certes, mais le financement n'est pas disponible pour tous ces groupes. Donc, il y a ici différentes perspectives qui sont prises en compte. On regarde ici, par exemple, la population blanche, la population noire. Vous voyez ici les proportions. Alors, la Corée a peut-être le plus de diplômés. Et oui, quelle éducation, pour quelle finalité? Quelles interventions faut-il prévoir? Que doit faire la politique? Qui sont les parties prenantes? Qui sont les médiateurs? Donc, le développement ne pourrait pas réussir si la majorité de la population se retrouve dans ce graphique-ci, dans cette proportion-ci, ici en chiffre absolu, donc réussite. Donc, il existe beaucoup de données, il ne fait aucun doute dans le domaine de l'éducation, mais comment est-ce que les données sont présentées? Alors, j'ai parlé de la multidimensionnalité, de l'interdisciplinarité. C'est la marche à suivre. Ici, on voit les facteurs de pauvreté en Afrique du Sud, le taux de chômage ou de non-emploi qui a été multiplié par 2 en peu de temps, les années de scolarité. Il y a une certaine amélioration, comme vous le voyez ici, 11 ans, 14 ans, 16 ans. Donc, une certaine amélioration, mais quand on voit les années de scolarité et le chômage, le résultat est catastrophique. On arrive à 63% et beaucoup de problèmes en Afrique du Sud sont dus à une absence de perspective d'emploi. Alors, installation sanitaire, énergie, eau. Donc, comment défendre ces éléments? Grâce à l'information, grâce à la statistique, grâce à la sociologie, surtout dans le domaine de l'éducation qui est un système holistique.
for a country. I leave it there and thank you very much. Merci. Merci pour votre attention. Thank you very much, Dr. Palilahula. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Pali Lelola. Great intervention. Merci pour cette Now we have intervention. approximately 15 minutes Nous avons maintenant 15 from the minutes audience. Please pour des use questions-réponses. your questions Donc, posez vos questions dans le chat. that came through Je earlier. peux commencer par Share quelques-unes qui ont déjà été posées and, open tout à l'heure. Je vais your reflections first, Soteria, and then Polly, if you want to add. So, Donc, je vais commencer par ces one of the questions. questions that came through kind of Une after question Machine was around qui a été this comment about the most posée. important thing to think about is how people can receive the data. Comment est-ce because que of les the gens peuvent-ils capacity. recevoir So what are kind les of données? C'est une the question metrics sur of les capacity, capacités. and data use, Que with the faire en data. termes de capacité d'utilisation des And then données? questions around access to data. Puis des questions sur l'accès aux données. Data maybe that are more accessible than others, and what does Y a-t-il des données qui sont plus accessibles que d'autres et qu'est-ce que cela presentation. signifie? And then as Maura already said, a lot of positive comments about how Et puis beaucoup de visual was. commentaires positifs. Un troisième commentaire autour d'une réflexion. Quand on parle avec les gens sur le terrain qui produisent des données, qui doivent parfois le faire dans des conditions difficiles, donc les capacités, l'accès aux données et la production des données. I think, Daniel, if I could Merci, before Daniel. over to Pali, who I think will know Alors, more si je about peux this, but, yeah, commencer, our project, started je with dirais the que idea that we would look at oui, international notre projet a été lancé et nous nous sommes dit que nous allions nous intéresser aux organisations internationales. everything in a project, but of course On ne peut pas tout faire dans un projet, mais ces questions sur le niveau local et national sont très évidentes. Donc, il est important de comprendre le concept de l'harmonisation, qui est différent de la standardisation. L'harmonisation, c'est de faire en sorte que tout s'embrique au niveau local et national. Et en ce moment, les ODD et les exercices de suivi mondial se font souvent au détriment des besoins locaux. Ce qui est encore plus préoccupant, au-delà du domaine de l'éducation, c'est que dans le projet, nous nous sommes concentrés sur le renforcement des capacités statistiques. L'ODD 17 porte sur les partenariats et la mise en place de systèmes de données dans les pays en développement en particulier. Et dans ce domaine, certains voudraient nationaliser le système statistique pour qu'il y ait correspondance, c'est très dangereux, je pense. Parce que justement, on risque de passer à côté des enjeux et des besoins locaux, justement. Donc, oui, il y a une certaine urgence également. Oui, pour ce qui est du commentaire que vous avez exprimé, les acteurs nationaux se trouvent entre deux chaises. Ils sont confrontés à des problèmes de la vie quotidienne, pauvreté, pénurie ou panne d'électricité, des besoins humains de base et en même temps faire plaisir aux bailleurs de fonds et recueillir les données pour répondre à ce que l'on attend d'eux. Et je ne pense pas, c'est très complexe, je ne pense pas que l'on puisse retourner en arrière. Alors, l'éducation est mondiale, transnationale, et ils veulent savoir quelle est la situation dans d'autres pays, ils veulent se comparer pour apprendre, savoir quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer les systèmes. Donc, il y a une pression exercée par les pairs et il faut comprendre les défis, également les dangers de s'engager
dans de s'engager vers des métriques qui seraient trop étroites en fait. Merci, Sotiria. Docteur Pali, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à propos des capacités, de l'accès? Oui, les capacités posent certainement problème, mais il s'agit surtout de comprendre les raisons pour lesquelles nous faisons certaines choses. Et le rôle de la mémoire, du souvenir. Normalement, dans la mesure de la scolarité des enfants, il y a un registre. Alors, écoutez-vous, certains enfants parfois ne venaient pas à l'école un jour ou l'autre jour parce qu'ils s'occupaient du bétail. Donc, il y avait un registre sur la fréquentation des enfants. Ce registre était disponible. Donc, qu'est-ce qui fait que les statistiques dans le domaine de l'éducation sont tellement difficiles? Maintenant, nous disposons même de la technologie pour savoir combien d'enfants se trouvent à l'école, un registre de fréquentation tous les jours, et cela peut être ventilé. Et donc, comprendre la situation individuelle même de chaque élève. Ce n'est pas compliqué de tenir un tel registre. Donc, c'est une question de négligence, souvent. Alors, il faut voir quel est l'usage de ces données, peut-être par les enfants eux-mêmes. Moi, j'étais dans une école en milieu rural. Combien d'enfants sont dans cette classe? Voilà une question que nous avons posée. Et ils ne savaient pas. Alors, devinez. Et donc, j'ai recueilli les réponses, fait un graphique. Combien d'enfants ne sont pas là? Et s'ils sont absents, combien de fois sont-ils absents? Il n'y avait pas de registre. Un registre doit être tenu et doit donc être disponible chaque jour, agrégé par la suite pour connaître les chiffres. Mais la chose la plus cruciale, c'est de savoir qu'il y a donc une conception, qu'il y a une progression tout au long de la vie et si nous ne disposons pas d'une bonne base dès le départ, alors nous risquons de rater tous les autres éléments. Donc, tout le travail de plaidoyer politique, la tyrannie donnée, se manifeste parce que la vie n'est pas enregistrée aux moments les plus cruciaux, dès le début, dès la conception. Merci pour ces réflexions. Continuez à poser vos questions. Je vois une question de M. Mahmoudi qui demande la parole. Je vois une main levée. Mahmoudi, est-ce que vous avez une question? Ah, je vois un commentaire. Alors, l'incidence des données et vous avez comment le régime de données a une influence sur les communautés. Désolée, ma connexion est un peu faible. Je n'ai pas entendu. Radhika, posez la question. Avez-vous des réflexions sur la manière dont les communautés ont été affectées par la manière de gérer les données ou de générer les données? Dans mon expérience,
L'accent n'a pas tellement été mis sur les données, du moins dans le domaine de l'éducation en Afrique du Sud. Désolée. En fait, la question de la confiance, j'ajoute cela à ma question. Je ne pense pas que c'est tellement une question de confiance par rapport aux données. C'est la perte de confiance dans la question sur les questions de gouvernance. Perte de confiance et perte de revendications autres que l'éducation. Alors, les données sur l'éducation ne sont même pas perçues comme étant un problème. Donc, un travail de plaidoyer politique doit être en place sur la question des résultats de l'éducation, des résultats pour la société, pour que l'importance de l'éducation soit reconnue. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour faire ce travail. Par où commencer? Alors, tout le monde se soucie de l'éducation. Par exemple, les enfants qui vont à l'école ne trouvent pas d'emploi par la suite. Alors, l'indice absence d'éducation de qualité, cela se traduit par absence de perspective d'emploi. C'est là que se trouve le problème. Donc, ce n'est pas au début de la vie, mais plus tard dans la vie. Or, il faudrait comprendre cela dès le début, ou le mesurer dès le début, et pas plus loin dans la chaîne. Puis-je juste intervenir? Alors, nous avons besoin de recueillir les données pour comprendre les systèmes d'éducation. Ça ne fait aucun doute. Mais la question que j'ai essayé de soulever est la suivante. C'est comme nous étions devenus des esclaves des données, c'est comme si nous n'arrivions plus à réfléchir autrement. Alors, c'est un outil que nous utilisons pour mieux connaître les systèmes d'éducation. Mais on dirait que c'est le seul cadre qui permet de comprendre et de créer de valeur en parlant d'objectifs, de cibles, d'indicateurs. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ma présentation. Merci. Une question. Qui est le nous? Alors, quelle minorité, une majorité, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser them, eux? Et quand il y a tellement de mandats différents entre experts, des récits différents, et un agenda donc a été approuvé par GA, peut être légèrement différent. Merci. Merci, c'est tout à fait exact. J'ai dit tout à l'heure, regardons un petit peu ce qui se fait. Oui, nous participons à tout cela et nous voyons les choses d'une certaine manière. Nous avons une perspective de quantification et les acteurs des politiques nationales ne sont pas des victimes, ils font partie de ces processus et les approuvent. Ce n'est pas une théorie du complot, mais dans d'autres travaux, nous parlons d'infrastructure. Il y a une infrastructure de mesures dans laquelle nous nous impliquons et il faut créer des zones de visibilité lors de la production des données et il y a des éléments invisibles, des éléments
Alors, on parle d'ignorance stratégique. De manière délibérée, nous ne nous intéressons pas à certaines données parce que cela ne nous convient peut-être pas. Et voilà ce qu'a construit la quantification. Et nous sommes tous dans ce bateau. Et j'aimerais dire qu'il faut mener la réflexion, comprendre où nous en sommes et ce que nous faisons avec tout cela et dans quelle direction nous nous engageons. Il y aura toujours des données manquantes. C'est lié à la structure. Il y aura toujours des données manquantes et il faudra les trouver. Nous n'arriverons jamais à l'objectif d'avoir toutes les données. If I can come in, I mean, that's where the Molana metaphor comes in. That Oui, c'est là où il y a cette métaphore. Et il y aura toujours cet effet. Voilà. Donc, pour dire que toutes les solutions sont là, et donc au final, il n'y a pas de solution. Donc, s'il n'y a pas de lumière, donc nous sommes limités au monde des données plutôt que comment la vie est construite et vécue au-delà de cette étroitesse des données. Et donc, je ne veux pas qu'on croie que je condamne les données, mais c'est un blasphème. Mais la tyrannie des données, des marchés, comme on l'a dit auparavant, ce qui est important, c'est suivre. Et l'importance, par définition, c'est élitiste. Car il faut vraiment que l'on revienne à ce qu'a dit Mandela. Certains enfants sont des enfants à l'école dont les parents n'ont jamais vu l'intérieur de l'école. C'est ces parents qu'il faut influencer, donc leur vision qu'il faut influencer dans les statistiques de l'éducation. Merci beaucoup pour ces réflexions. Donc, je sais qu'on a un peu dépassé le temps. Je vais prendre 2 autres commentaires. D'abord, sur la question des données. En ce qui concerne la langue et comment ça peut limiter les communautés. Et disciplinarité, pardon, comment on peut introduire des perspectives d'entreprise, notamment pour l'amélioration de qualité, et qu'il semble que cela manque dans le secteur de l'éducation. Voilà. Donc, peut-être le langage des ODD, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi les pratiques des entreprises, qu'est-ce que ça peut dire dans l'amélioration du système d'éducation? Alors, je pourrais essayer d'y répondre. Oui, les données, j'ai dit, c'est important et comprendre d'abord les limites des données et aussi comment ces données sont construites, c'est aussi important. Il y a différentes manières d'assembler des données pour comprendre le monde. Tout à fait. Nous avons besoin de travailler là-dessus et aussi, oui, pour les aspects commerciaux, eh bien, je crois que les acteurs commerciaux ont déjà beaucoup de voix dans l'éducation. Ils ont en fait pas mal d'influence depuis ces dernières années. Donc moi, je ne m'inquiéterai pas de cela, d'avoir leur participation, l'influence dans le domaine. Voilà. well, I think Alors, eh bien, pour le puits des données, alors, point de vue statistique, et donc les principes fondamentaux, les statistiques officielles, c'est important pour voir quelle doit être la conduite de ceux qui sont dans ce domaine. Bon, il y a une séparation des intérêts des données elles-mêmes. Et
C'est un aspect extrêmement important. Ceux qui collectent les données ne soient pas dans une situation d'influence des politiques elles-mêmes et des résultats politiques. Les données peuvent être utilisées pour influencer les politiques, mais il ne devrait pas y avoir non plus de corruption de données, de corruption de résultats, en tout cas de la part de ceux qui produisent les données. Bien sûr, il n'y a pas de problème pour tout ce qui est plaidoyer, donc utiliser les résultats, que ce soit des bons ou des mauvais résultats. Mais la position du rôle donc de défenseur et de médiateur, on doit être conscient de ce rôle à n'importe quel moment. Quand on joue ce rôle, parfois, il faut jouer tous ces rôles. Et cette conscience et mettre les quatre cartes pardon, sur la table, c'est très important. En parlant de son rôle, c'est très important. Et donc, il y a ceux qui ont des intérêts commerciaux qui ne sont pas toujours explicites sur les intérêts commerciaux. Et donc, quand il y a des données, des intérêts commerciaux, on voit des conduites parfois tyranniques. Donc, je voudrais vous remercier chaleureusement tous les deux, Dr Pali et Dr Sotiria. Merci beaucoup de vos présentations, commentaires. Il y a plein d'autres remarques qui viennent. Les gens étaient très stimulés par vos remarques. Merci, très intéressantes. Alors, nous allons passer à la dernière partie de la séance, très courte. Merci de votre énergie. Et donc, nous avons parlé au niveau mondial. Maintenant, nous aimerions passer au niveau régional, donc projet que l'on a avec à des parties régionales. Et donc, j'aimerais inviter 3 autres orateurs pour ce débat. On a Kamal Fassan, professeur à l'Université américaine de Beyrouth, Alejandro Ver, de l'UNESCO de Santiago, et qui va porter un autre chapeau, donc expert de données au côté d'Afrique. Donc, je vais les inviter tous les 3 à ouvrir vos caméras. Et j'espère que vous êtes tous co-animateurs, que vous pouvez ouvrir vos caméras. Et donc, je vais demander d'abord de partager ces réflexions. Donc, au niveau régional, ça donne quoi? Qu'est-ce qui fait écho au niveau régional et qu'est-ce qui est différent? Si vous voulez choisir peut-être 2 choses de votre point de vue, dont vous avez entendu parler aujourd'hui, pour par exemple l'Afrique, Amérique, les Caraïbes, ou des choses qui sont différentes. Merci beaucoup, Daniel, pour cette invitation, cette occasion de partager cette réunion. Et merci aux présentations qui ont été vraiment très intéressantes et les orateurs fantastiques. Alors, je voudrais dire d'abord que la plupart des débats que l'on a eus aujourd'hui faisaient beaucoup de sens dans notre région. Donc, beaucoup des tendances qui ont été présentées au niveau mondial par tous les orateurs sont présents dans notre région. Donc, je vais me concentrer sur 2 contradictions apparentes, la disponibilité des données, ses utilisations à différents niveaux. Je dois souligner 3 ou 4 défis que l'on a dans la région. La première contradiction a été présentée par Laura au début de la réunion. Il semble qu'on a plus de données d'éducation, de registre, mais il y a aussi en même temps une stagnation et un déclin des données au niveau régional. Donc, on dirait qu'il y a une contradiction. Et c'est le cas en Amérique latine et aux Caraïbes. Donc, c'est vraiment ce qui se produit en Amérique latine et aux Caraïbes. Alors, le manque de données au niveau
mondiale et régionale, ne veut pas dire que ces données ne sont pas au niveau national. C'est ce qui se passe dans nos pays. Les défis que l'on a, c'est d'abord, il faut travailler sur la comparabilité des données. Donc, les objectifs renouvelés pour le DD4 et tous les travaux pour les populations exclues. Peut-être qu'au niveau national, on ne travaille pas beaucoup. Si on regarde les standards, la comparabilité, on doit travailler là-dessus. Par exemple, donc je parle des statistiques opérationnelles nationales ou des recensements. Comment on parle des personnes avec handicap ou autre. Donc, il n'y a pas de travaux là-dessus pour pouvoir comparer ensuite. Et ensuite, le deuxième défi, c'est celui des organisations internationales qui sont chargées de faire le suivi des cadres. Il faut encore qu'elles fassent plus d'efforts pour soutenir les pays, pour faire un rapport des données. Donc, il y a un rôle pour nous, en tant que l'UNESCO et pour toutes les organisations qui travaillent dans ces cadres de suivi. Si nous disons qu'il y a des données au niveau national, d'où vient la deuxième contradiction? Eh bien, il y a un déséquilibre entre la disponibilité des données et leur propre utilisation pour les politiques. Ça a été soulevé par différentes personnes dans cette réunion. Donc, nous avons des données, mais on ne les utilise pas. Pourquoi on voit cela? Il y a plein de raisons. Mais dans les travaux de Marcos, on a pu le voir, peut-être ces données vont au-delà des limites de ce qu'utilise en général le ministère de l'Éducation. Marcos a présenté les données de l'UIS et d'autres enquêtes. Eh bien, ça arrive aussi au niveau national. Le ministère de l'Éducation se repose sur certaines enquêtes, peut-être pas d'autres évaluations, d'autres services. Donc, l'utilisation de PISA, par exemple, ou de Teams, ou une utilisation mixte de différents services. C'est là qu'on a un problème. Donc, dans notre région, il faudrait avoir une perspective supplémentaire. Avec le programme ancien, on avait l'inscription, le taux d'achèvement, le progrès. Et maintenant, on a beaucoup de demandes. Et donc, peut-être que l'objectif national n'a pas évolué pour pouvoir fournir des réponses à ces demandes. Voilà le défi que nous voyons. Tout d'abord, essayer de soutenir les pays pour faire le premier pas, pour passer d'une visée traditionnelle à quelque chose de plus intégré et complet. C'est pas seulement pour les données. Il y a aussi une démocratisation des méthodes, des défis, des compétences. Tout le monde peut le faire. Donc, il faut vraiment soutenir les pays pour que ça soit plus complet et intégré. Et enfin, je sais qu'on a peu de temps. Le dernier défi, c'est d'essayer de finir ce cycle de production et d'utilisation des données. Donc, les gens qui sont dédiés aux statistiques, on est toujours concentré sur la production des données, comme moi, par exemple, et on ne fait pas attention à l'utilisation des données. Et on voit ça comme un problème pour le processus de proposition de politique. Il y a plus de données, il y a des moyens plus sophistiqués de les analyser, mais les personnes qui prennent les décisions ne les utilisent pas. Donc, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler donc ce manque de lien entre les deux? Merci beaucoup et j'ai été heureux de partager avec vous. Thank you very much, Alejandro.
Merci beaucoup, Alejandro. Alors, je vais passer la parole maintenant à Indiana, qui est des programmes au Brésil. Donc, alors, pour parler des différences et des similitudes dans sa région. Thank you, Daniel. And Merci, Daniel. J'espère que ma caméra fonctionne. Alors, merci beaucoup de cette occasion de vous parler, de parler à un public que je ne que je connais. Je suis expert politique, donc je travaille toujours avec des ministères de l'éducation et non avec des universitaires. Et donc, j'ai apprécié la conversation, le débat, ça a été très intéressant. Ça a ouvert mon esprit en termes de cadre pour mesurer les ODD. Donc, ça a dit Marcus, mais je crois que ça ne marcherait pas très bien pour la région Afrique, puisque les catégorisations qui sont proposées ne sont pas standardisées dans beaucoup de pays africains, comme par exemple le rural et l'urbain, l'école privée ou publique. Et il y avait un autre domaine sur les langues autochtones ou non, qui sont assez un peu controversées sur notre continent. Est-ce qu'on les inclut ou pas? Alors, moi, je regarde ce cadre et je me dis à quel point il pourrait fonctionner. J'ai apprécié la conversation de Sotiria sur comment les organisations internationales cadrent tout le programme, et je le ressens beaucoup. Je dirais que il faut avoir plus de réflexion à nouveau sur les ODD. Comment ils sont apportés au pays. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de consensus dans les pays africains. C'est pas qu'il n'y a pas de désir de justice sociale et d'équité, c'est une valeur très forte qui est répandue dans toute la région, mais ces ODD, il semble que c'est bien de les avoir, mais ils ne sont pas alignés avec les priorités locales et nationales, il semblerait. J'ai parlé donc des langues dans le chat. La langue, le langage dans lequel ils sont formulés, ces objectifs, ce n'est pas compréhensible pour les communautés, mais même pour les techniciens dans les ministères. Donc, même s'il y avait les ressources, et d'ailleurs, c'est déjà un problème, et les capacités techniques, c'est pas toujours facile pour des narrateurs de deuxième langue de comprendre les concepts qui sont derrière. Et aussi les ressources. C'est tellement un problème que l'Afrique a peut-être le plus grand nombre de pays qui sont les plus pauvres du monde, et 68% de nos apprenants d'école secondaire ne sont pas à l'école. Donc, on n'a pas assez de ressources, pas assez d'enfants dans les écoles. Donc, avoir c'est essentiel d'accès de qualité, et l'inclusivité, les apprenants avec les handicaps, des écoles qui soient favorables aux enfants, eh bien, tout cela, ça devient aussi étouffant si on n'a pas déjà les basiques en place. Et donc, je crois qu'il n'y a pas eu assez d'engagement avec les décideurs politiques qui comprennent les problématiques techniques pour que leur voix soit entendue dans ce domaine des données. J'ai entendu ce qu'a dit Sotiria. Il y a ces pays qui ont ces ODD, mais qui les approuvent, c'est surtout les politiciens ou des décideurs politiques, des décideurs politiques qui sont décideurs au final. Et je crois qu'il faut avoir plus de débats internes en Afrique sur qu'est-ce que ça veut dire ces ODD et comment peut-on aussi faire entendre les voix. Est-ce qu'on a déjà les ressources pour les mettre en œuvre?
Je trouve que dans la plupart des cas, la plupart des ministères d'éducation, ils ne regardent pas souvent les données de l'UIS, c'est souvent absent de leur bureau, de leur manière d'évaluer, de s'évaluer par rapport à d'autres pays. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus étroit sur ce qui existe dans leur système national et c'est essayer de parler au secteur de l'éducation dans des objectifs. Et le moteur vient surtout des organisations internationales. Ce n'est pas quelque chose d'interne, ce n'est pas quelque chose qui récupère une grande adhésion. Donc voilà, pour moi, ce sont les plus grands défis, je dirais. Merci. Thank you very much, Angela, for those Merci those beaucoup, comments. Angela, pour ces Now réflexions. I'll hand over Maintenant, je vais donner la parole à Hassan de l'Université américaine de Beyrouth. Bonjour, je suis très heureuse de vous rejoindre. Malheureusement, je ne pouvais pas être là lors des présentations et des débats. Je suis venue à la fin parce que j'avais d'autres engagements, mais grâce à Daniel qui a partagé les présentations, je les ai bien regardées. Je sais que j'ai raté beaucoup, mais je suis impatient de voir les enregistrements une fois que je les aurai. Et donc, alors, quand je regarde les présentations, il y a beaucoup de similitudes avec les régions arabes et ce qui a été présenté donc dans les présentations justement. Alors, pour la présentation de Daniel, il y avait cette désagrégation des données, construire des capacités statistiques pour les pays, pour avoir intégré les différentes sources de données. Ça, c'est un défi auquel nous sommes tous confrontés dans nos régions. Et en ce qui concerne le manque de données sur les groupes, beaucoup des groupes que vous avez évoqués, Daniel, dans votre présentation, eh bien, nous aussi, nous avons des données manquantes sur les apprenants avec handicap, les zones rurales. Vous savez, nos pays souffrent de conflits, nous avons des réfugiés et donc il y a différents groupes qui sont concernés, dont ceux que vous avez évoqués. Donc, nous avons un manque de données sur eux. J'ai regardé la présentation de Marcos et je suis d'accord avec lui. Il y a des données manquantes, notamment en ce qui concerne les enquêtes d'apprentissage et des ménages. Nous devons enrichir nos données avec ce genre d'informations et je suis d'accord sur le cadre. Une des problématiques qui est importante pour la collecte de données, et la présentation jeudi, je soulignerai l'importance dans notre région d'un cadre politique pour la prise de décision politique et on ne voit pas d'intégration, d'alignement entre les différentes politiques, entre les différents projets qui sont en cours. Donc, voilà, je suis d'accord avec Marcus sur cela, mais cependant, pour les combinaisons que vous suggérez, je crois que bien qu'elles soient tout à fait importantes pour les résultats d'apprentissage et les taux d'achèvement, cette combinaison donc, que vous suggérez pourrait utiliser, je pense que 50% des pays dans notre région sont incapables de fournir plus de 50% des données. Puis, quand ça devient trop compliqué pour nous, ça va bien au-delà de ce que l'on peut fournir et essayer d'atteindre. Mais nous, dans beaucoup de cas, nous en sommes à un niveau de base, mais ça pourrait être important pour l'avenir. J'ai aussi apprécié la présentation de Victoria et sur cette production de connaissances et les professeurs. Et donc, pour les mesures, je suis toujours intéressée par ces compréhensions conceptuelles, ce cadre conceptuel. J'aime votre mode 1, mode 2, mode 3. Et malheureusement, je n'ai pas pu nous percevoir au-delà du mode 2.
Donc, beaucoup des points, des dimensions sur votre mode 3. Peut-être que je ne les ai pas bien comprises, car je n'étais pas là lors de votre présentation, mais je nous vois plus au niveau du mode 2 plutôt que sur la dimension 3. Mais en tout cas, c'était une présentation très intéressante et je suis impatiente d'écouter les enregistrements. Et en ce qui concerne la région arabe, j'ai parlé de beaucoup de similitudes avec le manque de données, des groupes manquants. Les processus cependant sont un peu différents. Nous avons notre propre contexte local. Nous sommes une région avec 4 sous-régions et il y a d'énormes différences entre ces 4 sous-régions. Donc, on ne peut pas vraiment généraliser la région et il faut regarder chaque sous-région individuellement. Elle présente beaucoup de différences et on a aussi ces problématiques de conflits et de réfugiés. Il y a beaucoup d'indicateurs qui prennent en compte cette situation locale. Donc, ailleurs, donc là, je serai impatiente de les partager avec vous lors de ma présentation jeudi. Merci. Merci Karma, Alejandro et Angela sur vos réflexions et grand merci à tout le monde. Et donc, je vais juste passer la parole pour quelques remarques de conclusion à Moira. Alors, bon, il me reste seulement à dire merci infiniment à tout le monde, tous ceux qui sont venus à cette ouverture de notre sommet sur les données manquantes dans l'éducation et notamment à tous ceux qui ont contribué et stimulé cette conversation tellement riche. Vous avez entendu, il y a eu différents orateurs et nous développons donc ce projet et aussi des articles régionaux et il y a aussi un autre débat sur l'éducation dans les situations d'urgence et aussi l'éducation et le genre. Donc, pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début, nous en sommes ici au début d'un grand projet, d'un grand processus pour nous. Donc, nous sommes impatients que vous soyez encore plus impliqués au fur et à mesure. Et il y a des liens qui vous sont partagés dans le chat par Daniel qui pourraient vous intéresser, certains d'entre vous qui êtes ici. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre du réseau NORAG pour être au courant de tout ce que nous faisons et aussi pour veiller à ce que vous fassiez partie de cette grande conversation importante qui va continuer. Merci beaucoup à vous tous de votre temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir pour vous. Et nous sommes impatients de vous accueillir très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.